Je trouve plus le... Ah, voilà. Ok, alors, en fait, cette semaine, on va parler de deux choses, comme d'habitude, corrélées. D'abord, on va introduire les équations des coques minces et après, on va étudier l'instabilité et les effets de bord sur les coques. Alors, les deux sujets sont corrélés, évidemment, parce que c'est la même famille de structures qu'on analyse, c'est les coques. Et c'est intéressant de les voir l'un après l'autre parce que, en fait, les équations de coques minces sont déjà finalement extrêmement simples à manipuler. Ce pas des équations différentielles, c'est des équations finies. Donc, on peut écrire la solution pratiquement de manière explicite en fonction de la forme de la coque dans beaucoup de cas. Chaque fois que c'est mathématiquement simple grâce, par exemple, à des symétries, des choses comme ça. Et, et donc, voilà, on a cet ensemble de problèmes définis par la statique des coques qui est finalement facile à manipuler et puis comporte ou permet de modéliser des structures extrêmement performantes. Donc, la coque en elle-même, coque mince, est une structure qui, avec très peu de matière, donne l'impression, je répète, donne l'impression de pouvoir tenir de manière pratiquement illimitée. Donc, au moins, les équations de la statique nous permettent de parvenir à ce type de conclusion. Or, en réalité, l'expérience nous dit que ce n'est pas vraiment comme ça, qu'une coque mince peut se casser. Mais effectivement, ces mécanismes qui sont critiques pour les coques minces ne sont pas mis en évidence par les équations de la statique, mais par l'analyse des questions de détail, on pourrait dire, qui sont de deux sortes, les conditions limites et l'instabilité. Dans les deux cas, on va apparaître de la flexion, et c'est la flexion qui peut casser le système. Donc, imaginez l'équivalent pour la poutre droite, on comprime simplement, et on sait qu'elle a la capacité de résister jusqu'à ce que la tension, la contrainte de compression atteint la valeur de la valeur de rupture. Et puis, quand on analyse les flambements, on se rend compte qu'en effet, la rupture peut parvenir plus tôt si jamais la poutre est suffisamment élancée que la mise en flexion peut se produire en général du moment fléchissant et donc de la rupture en flexion. Or, pour une coque mince, c'est un peu l'équivalent, évidemment avec la complication de la forme et la complication de la géométrie. Et donc, la deuxième partie de la séance de vendredi prochain nous montrera que, en effet, il faut dimensionner les coques minces, surtout vis-à-vis de l'instabilité et des conditions au bord, plus que par rapport aux équations de la statique. Or, la partie équation de la statique, géométrie, tout ça, on n'a pas besoin de l'approfondir en amont parce que c'est, je répète, relativement simple. Et donc, je pense pouvoir la présenter sans difficulté en amphi. Sur la partie conditions au bord et instabilité, le discours est très différent parce qu'en effet, c'est une partie qui est très complexe d'un point de vue de la géométrie et donc d'un point de vue finalement des équations. Alors, je vais directement aux premières questions mathématiques, on pourrait dire. Juste pour commencer avec quelque chose de plus simple, qui est une simple plaque, donc on est avec un objet plein. Une dimension prévaut, une dimension est plus petite que les deux autres. L'équation des plaques, l'équation qu'on appelle déjà Lagrange, on l'a vu la dernière fois, et c'est une équation dans laquelle, si j'appelle W la flèche, donc le déplacement de la plaque dans la direction orthogonale à son plan, le Laplacien seconde de la flèche, qui est donc cet opérateur-là, l'opérateur qui contient la dérivée seconde, équilibre donc est égal à la charge Q, qui est la charge orthogonale à la plaque appliquée, divisé par D, qui est la raideur de plaque. Or, dans un problème de flambement, donc si vous imaginez d'appuyer, comme c'est indiqué ici, avec un effort constant le long du petit côté de cette plaque,
Donc, dans un problème d'efflamement, on a, si jamais la plaque se déforme, donc si effectivement une flèche apparaît, ou encore mieux, une dérivée seconde de la flèche, donc une courbure, alors on se retrouve avec un effort un peu comme dans la poutre de l'air, donc un effort qui travaille, qui est l'effort de compression appliqué. Et donc, ce terme-là va générer une perte des capacités portantes de la plaque. Donc, la plaque, grâce à son Laplacien, se déforme. Et grâce au Laplacien de déformer, au Laplacien seconde de déformer, équilibre une certaine charge. Si j'impose une force de compression, j'ai une perte de capacité d'équilibrer la charge au point que même à charge nulle, je pourrais voir l'équilibre. L'équilibre entre la déformée, définie par cette zone-là, et l'effort N appliqué. Or, lorsque cet équilibre s'est produit, donc je répète, cette équation est valable en absence de Q, pour Q égale 0, alors on est dans la situation de l'instabilité. On est au début de la phase critique. Au-delà, si je fais augmenter un petit peu N, aucune capacité porteuse n'est résidue sur la plaque, donc elle va se rompre. Si je réduis N, je reviens dans la zone où la plaque se déforme élastiquement. Or, la solution donc, vous voyez, ces problèmes s'écrit entre guillemets facilement en faisant d'un côté, en mettant d'un côté l'opérateur différentiel qui caractérise les points de la flexion et d'autre côté, l'opérateur différentiel lui aussi qui caractérise le flambement. Alors ici, vous avez quelque chose qui est la courbure ou la dérivée la dérivée quatrième de la flèche, donc la dérivée, disons, c'est quelque chose qui correspondrait à une dérivée seconde de la courbure ou du moment fléchissant, donc c'est l'équivalent d'une force orthogonale au plan. Et là, vous avez la projection, toujours dans la direction orthogonale au plan, de la compression NXX. C'est cet équilibre entre ces deux facteurs, un facteur par lequel la structure résiste et un facteur qui réduit sa capacité de porter, va rester tout le long de l'exposé dans les autres formes qu'on va étudier. Or, l'étude de cette équation, d'un point de vue des petits mouvements, se fait en prenant pour la forme W le produit des deux sinus avec des longueurs d'onde qui correspondent aux deux longueurs petit a et petit b qui sont celles de la plaque. Et on trouve la solution. Et après, bon, il suffit de remplacer ça là-dedans et on trouve la solution. Je ne rentre pas dans le détail de comment on la trouve ou de qu'est-ce qu'on trouve. C'est intéressant de voir que, comme d'habitude, il s'agit d'un ensemble de modes propres, évidemment. Donc, il y a plusieurs modes de flambement de ceci. Le premier est le plus important. Et donc, on a, voilà, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la force N critique est la même pour tous les modes. Donc, la plus petite force qu'on peut appliquer pour perdre la stabilité du système permet de le faire flamber en une infinité de modes différents. On voit ici. Et évidemment, le premier mode est celui qui, dans la poutre, c'est celui qui s'est produit en premier, et c'est le seul qui s'est produit, parce qu'après, une fois que la flambé, la poutre, il n'y en a pas d'autres. Alors que dans les cas des plaques, en effet, on en a une infinité, ils sont coexistants. Ce qui signifie qu'en fait, ce qu'on va observer en pratique, c'est une combinaison linéaire de tous les modes présents dans la structure, que j'ai voulu montrer ici par des dessins. Ça, c'est trois modes. Le troisième, le quatrième, une combinaison linéaire des deux, qui pourront très bien se présenter dans une expérience. Donc, en conclusion, dans une expérience, on n'arrive pas à isoler un mode de flambement. Et donc, ça donne une certaine dispersion expérimentale de ces études-là, qui évidemment elle nuit à leur modélisation. Donc, ce qui compte ici, c'est juste la partie, enfin, ce qui compte ici pour le moment, c'est cette partie mathématique du traitement du problème. D'abord, l'écriture de l'équation d'équilibre, qui sera un peu répétée au cours des autres types de structures. Ensuite, l'utilisation d'une expression de type sinusoïdal pour la déformer, ce qui permet d'avoir de mener l'étude en avant, enfin de générer l'étude du premier mode en cherchant donc
quelle est la plus petite valeur de m et de n qui satisfait cette équation tout en ayant ceci comme forme de la fonction W. Ici, c'est un autre objet qui est sont deux poutres avec trois rotules et on étudie sa stabilité, ce qu'on appelle le snap-through, le fait que le point C, pour une force P appropriée, puisse passer de l'autre côté de l'axe AB. Bon, comment dire, les calculs ne sont pas forcément extrêmement compliqués. En tout cas, ce n'est pas trop la peine de les détailler. Ce qui compte, c'est montrer que si on est face à un problème qui n'est pas eulérien, dans la mesure où on n'a pas une valeur critique de la force P au-delà de laquelle la structure n'est pas stable. On a une autre situation qu'on voit dans ce diagramme. Ici, c'est la force P, et là, c'est l'affaissement, Xi, donc le déplacement vers le bas du point C à dimensionnaliser. Eh bien, on observe que la structure se comporte initialement linéairement. Après, elle perd linéarité. Elle arrive à un point où son module est zéro, donc la tangente horizontale, ce qui signifie qu'il n'est pas possible de continuer à la faire déformer. En fait, vous voyez ici, on a une branche en module Young négatif, ce qui signifie que cette branche ne peut pas se produire physiquement. Et après, on revient sur une branche qui est à module Young positif, ici. C'est ce qui se passe lorsque le point C se trouve en bas, on continue à appuyer avec la force P et on tire les deux barres. On est là. Lorsque le point C est à haut et qu'on appuie sur la force P, on comprime les deux barres et on est là. Et entre les deux, on a cette phase de transition dans laquelle il y a le snap, donc le passage brutal d'un état d'équilibre à un autre. Les deux états étant stables, mais la situation entre les deux étant instable. Donc, le processus qui mène d'un état instable à l'autre état stable, est un processus dans lequel on n'a pas de stabilité en statique. Évidemment, la vitesse génère une accélération, enfin, est générée par une accélération qui donne des forces d'inertie et qui génère donc l'équilibre. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est effectivement ce phénomène de passage brutal d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre, c'est qu'on observe aussi dans les plaques. Et donc voilà pour imaginer ce qui peut se passer si en plus les deux barres peuvent flamber séparément, comme c'est indiqué ici. On se retrouve avec des diagrammes comme les précédents, mais dans lesquels il y a une compétition entre modes de rupture. Celui-ci en S qu'on vient d'analyser, c'est la situation où le point C descend doucement jusqu'au point où il fait les sauts, donc le snap vers le bas. Et à partir de ce point-là où il est arrivé, il continue à descendre, mais cette fois-ci élastiquement. Et une autre situation dans laquelle il y a le flamboiement de barre qui est représenté par cette ligne-là. Et donc, ce qu'on observe, c'est que la présence en même temps de deux modes de flamboiement fait que le mode le plus dangereux est celui qui s'est produit à force la plus faible. Et donc, on voit apparaître une pointe ici dans la courbe force flèche, ce qui signifie que le snap se fait ici sur la pointe. Or, quand on voit une pointe dans un calcul, c'est qu'expérimentalement, on a un point extrêmement difficile à atteindre. Et donc, à nouveau, il faut s'attendre à une grande dispersion de la donnée expérimentale concernant les claquages, c'est le correspondant du flambement, pour les plaques, pour les coques, qui sont soumises de manière un peu similaire à ce qui se passe ici, à des forces générant de la compression qui les amènent à faire un snap, donc une claque. Donc voilà, si on résume un peu ce qui se passe dans une coque ou dans une arche, c'est cette création de cette claque qui finalement correspond à un processus non eulérien d'un point de vue du flamboiement de la structure.
Alors, bon, ça, ce sont des détails que je pourrais expliquer mieux en cours. Et donc, venons maintenant aux équations l'équation de Koch-Mans, et on va analyser ce qui se passe au niveau des conditions au bord. Vous verrez que les conditions au bord imposées dans la théorie des Koch-Mans, c'est des conditions entières. En fait, la théorie des Koch-Mans n'est pas une théorie qui comprend des équations différentielles, mais des équations finies. Donc, au bord, la seule condition possible est la condition dans laquelle les champs en équilibre avec les forces extérieures dans le corps de la structure soient aussi en équilibre au bord. Donc, il faut donner la force exactement nécessaire ou éventuellement permettre le déplacement demandé par la structure afin de conserver cet état d'équilibre statique. Or, ceci n'est pas forcément toujours le cas, et donc on va prendre un exemple. On va prendre un tube comme celui-ci. Imaginez d'appliquer une pression hydrostatique sur la surface latérale du tube, pas sur les extrémités. Ça, c'est quelque chose qu'on peut résoudre facilement avec la théorie des Koch-Mans. En fait, le tube se trouve partout en compression. Son rayon va se réduire partout également. La relation entre pression appliquée et déplacement radial est linéaire et on peut l'écrire grâce à la théorie des Koch-Mans, comme c'est indiqué ici, où E, c'est le médium, T est l'épaisseur de la coque, qui est petit, et R, c'est son rayon. Or, imaginez maintenant que le tube, plutôt qu'être libre sur les bords, il est encastré pour une raison quelconque. Par exemple, c'est une tour et elle a donc des fondations, ou c'est un mât, un mât qui porte quelque chose à son extrémité, et également il est tenu à une fondation. Donc, dans tous ces cas, il ne pourra pas se rétrécir comme c'est prévu par le chargement indiqué. Donc, il y aura une zone bloquée en proximité du bord, et puis, en s'éloignant de cette zone, on retrouvera la solution qui est indiquée ici. Donc, dans cette zone transitoire, en fait, la coque mince n'est pas simplement comprimée, comme dans le cas de la solution indiquée, mais elle est comprimée et fléchie. Et cette flexion, elle va générer des contraintes à la limite plus importantes que celles qui sont générées par la compression. Donc, elle va être dimensionnante pour la structure. Alors, pour calculer ces contraintes, on va imaginer que la perturbation en question de l'état d'équilibre qu'on observe dans la partie courante de la structure soit quelque chose qui se propage avec une allure sinusoïdale et une décroissance exponentielle. Donc, on va imaginer qu'il y a une flèche W en plus par rapport à l'écrasement, égal partout, qui s'exprime avec une loi de ce type, un exponentiel décroissant et un sinus. Donc, quelque chose dont l'allure est indiquée ici. Et on va écrire l'équation d'équilibre de cette zone de la plaque dans laquelle, à côté de l'équilibre précédent, celui-ci, la pression est équilibrée par la courbure initiale de la plaque et multipliée par la flèche, on retrouve la contribution de la courbure locale, ce terme-là. C'est un peu comme si ceci était une poutre de raideur T cube sur 12 module de Young E, et donc W puissance 4 représente un HPP, la dérivée seconde du moment fléchissant. Donc, c'est plutôt ET cube sur 12 qui représente la dérivée seconde du moment fléchissant en HPP. Et donc, voilà, avec cette équation différentielle-là et en imaginant ce type de forme, on obtient la solution. Donc, on obtient la longueur d'onde de la solution, on obtient la décroissance exponentielle. Et tout ceci est calculé ici. Donc, le calcul, ce n'est pas particulièrement compliqué. Il s'agit simplement de remplacer des formes de ce type à l'intérieur de l'équation différentielle qui gère les problèmes pour obtenir les moments, les forts tranchants, et ensuite, en appliquant les conditions au bord, par exemple, rotation nulle, déplacement donné, moment nul, déplacement donné, ainsi de suite, on peut par conséquent calculer les paramètres
de cette équation qui sont l'amplitude de grand A et la phase psi. Vous voyez, phase et amplitude. Bon, ici, ça s'appelle C plus C moins, mais là, on l'appelle grand A. Voilà donc les types de solutions qu'on trouve. Alors, ce dont il faut se souvenir, c'est que si on oblige les bords d'une coque mince à suivre une loi de mouvement sous charge qui diffère de la solution qu'on trouve par les lois de la statique des coques minces appliquées à ces cas particuliers, alors on génère des efforts antérieurs différents et notamment on génère de la flexion. À cause de la flexion, localement, on aura des efforts, des contraintes normales plus importantes et donc éventuellement de la hauteur. Donc, le fait d'avoir contraint, dans ce cas, la base du cylindre, peut générer des efforts supérieurs à ceux qu'on enregistre dans la session courante et donc peut être la raison d'une rupture. Or, cette étude ici est faite simplement pour un cylindre. Il serait trop compliqué de le faire pour autre chose, mais on va s'appuyer sur cette équation-là dans la pratique aussi pour modéliser autre chose que des cylindres, par exemple des dômes hémisphériques, et les bords de dômes hémisphériques. Maintenant, on peut passer à regarder les équations de l'instabilité des coques. Donc, ça, c'était les problèmes des conditions au bord. On peut dire qu'il est évacué. Et on va maintenant regarder les problèmes de l'instabilité. Donc, on va écrire une équation qui, quelque part, va joindre deux choses qu'on a déjà vues. Tout d'abord, on avait vu ça. L'équation différentielle d'équilibre de la plaque avec ce terme de perturbation qui est lié à la présence à la fois d'un effort membranaire de compression NXX et d'une courbure WXX. L'effet que la partie générée par, due à l'effort normal égalise la partie due à la flexion correspond à la situation critique où la plaque a perdu sa raideur, a perdu sa capacité de reprendre un effort orthogonal à son plein. Ça, c'est la première chose qu'on va utiliser. Et on va l'utiliser, on va la retrouver plutôt ici. Donc ici, on n'est plus sur une plaque, on est sur une coque. Localement, on aura une flèche W. On imagine pour l'instant que la coque soit telle qu'à avoir seulement une variable d'espace significative qui est x, donc le dérivé compte seulement par rapport à x. Et donc, ceci représente l'équilibre entre la flexion répondant à une force P orthogonale au plan de la structure, la flexion ici, et l'effort normal qui, étant une compression, réduit cette reprise de l'effort P par la flexion qui est indiquée là. On a un troisième terme qui n'était pas présent dans le cas des plaques, qui est celui-ci. C'est-à-dire l'effet que, à cause du déplacement de la coque qui a déjà une forme initiale avec une courbure initiale, on obtient encore un troisième effort qui vient soutenir la structure. Donc, la structure se tient grâce à sa déformation, grâce à sa courbure initiale. Elle ne se tient pas à cause d'un éventuel effort membranaire de compression. Là, on a signe négatif et là, on a deux signes positifs. Donc, la condition d'instabilité correspond au fait que ces trois termes ensemble donnent 0. Et donc, on peut l'exploiter pour calculer quelle est la valeur de la charge M qui génère en première la rupture. On observera quelque chose de très similaire à ce qu'on avait observé pour les plaques, sauf qu'ici, les modes sont encore plus confondus. Et donc, voilà, on peut dire qu'en pratique, on aura une combinaison linéaire de ces modes qui sera observée
Et là, par exemple, voilà, par exemple, une combinaison linéaire de modes qui correspond au flambement de la même structure. Donc là, c'est une coque sur laquelle on appuie dans le sens axial. C'est ce type de calcul qu'on avait fait. Encore une fois, on aura beaucoup de dispersion entre théorie et essai. Et, pardon, cette dispersion, on va la payer évidemment dans la qualité prédictive des modèles qu'on établit. Alors, le modèle qui est là conduit à des modes de flambement qui sont ceux-ci. Ils sont pratiquement impossibles à observer. Ce qu'on observe dans le meilleur des cas, c'est plutôt des modes de flambement comme celui-ci, dans lesquels il y a une sorte de fragmentation de la surface latérale avec des hexagones ou des pentagones qui se forment sur les bords. Donc, on est obligé d'avoir une théorie plus compliquée que celle qu'on a vue pour arriver à représenter mieux les choses et donc finalement mieux approcher la charge critique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on va toujours manipuler un peu de la même manière. On part de l'équation précédente, sauf que ici, on ne rentre pas les équations de comportement. On s'arrête aux équations d'équilibre. Donc, on a les Laplaciens de M, c'est l'équivalent de la dérivée seconde du moment pour les poutres. On a les efforts normaux de compression, les efforts membranaires multipliés par les courbures. Et puis, on a la force membranaire par laquelle on appuie et la courbure initiale. Alors, ceci est un problème non linéaire dans lequel W et M dépendent de W, donc de la solution. On peut simplifier les choses en disant que les courbures initiales, donc W initiale, on met en 0, dérivée seconde, soient négligeables. Donc, on va imaginer que dans cette équation-là, ce ne sont que les courbures actuelles qui entrent en jeu. Donc, on peut simplifier l'équation qui est là en une autre qui est celle-ci. Et donc, si en plus, on se place dans l'idée qu'on n'a pas d'efforts normaux membranaires dans le sens autre que le sens X et qu'on cherche des solutions de ce type, il est facile à ce moment-là de les trouver par le même procédé qu'on a appliqué tout à l'heure. Donc, on remplace en fait l'expression de l'équation, l'expression de W dans l'équation d'équilibre qu'on a écrite. Donc, voilà les types de faciès des ruines qui correspondent à ces solutions, un peu plus proches de la réalité, dans le sens qu'on voit la formation de ces zones, un peu comme ici, vous voyez, mais encore, donc encore un peu plus proche, mais encore loin d'être parfait, je dirais, compte tenu de la grande symétrie qu'on a dans ces solutions-là. C'est des solutions qui n'incorporent pas donc, la possibilité de rompre la symétrie dans leur caractère, dans les équations qu'on a écrites. Donc, au-delà de quelques analyses sur les situations matérielles dans lesquelles deux cas extrêmes de ces solutions, qui sont ces deux cas-là, peuvent se présenter. Donc, quelque part, en quoi ces solutions ne représentent qu'une partie de l'histoire et qu'on peut en avoir d'autres qui soient fortement dissymétriques, comme c'est le cas ici. Donc, au-delà de cet aspect-là qui est un peu plus lié effectivement à la question expérimentale, on peut constater que finalement, les modèles numériques et l'expérimentation, bien que celles-ci soient très dispersées en résultat, ne sont pas très lointains l'un de l'autre. Donc, la théorie des Coq-Mans que je viens de présenter, elle est finalement fiable et d'ailleurs, elle s'est prête à quelques simplifications au niveau de la pratique et donc, elle s'est prête à donner des formules approchées. Donc, j'expliquerai cette formule approchée en cours, comment on les applique, d'où elles viennent. Aussi bien que j'expliquerai cette formule de Tsonka qui a une formule approchée qui est finalement très utile dans les applications pour éviter de faire des calculs compliqués, au moins en première approximation. Ici, d'autres méthodes
d'autres méthodes de calcul. Donc, voilà, c'est un peu tout pour la partie technique. Je peux revenir en arrière et éventuellement répondre si vous avez des questions sur ces traitements des équations. Oui, moi j'avais une question, monsieur, sur quand vous avez présenté parler des instabilités, que ce soit des plaques ou des coques. J'ai pas très bien compris comment est-ce qu'à chaque fois vous voyez, enfin, vous avez parlé des termes négatifs et Oui, enfin, j'ai pas très bien compris le lien entre, enfin, vous avez parlé d'équilibre et de, enfin, je n'ai pas très bien suivi en fait cette d'accord. partie-là. Euh, Si vous- je vais m'appuyer sur une expérience. Voilà. J'ai une plaque qui est une photo pour être un peu plus rigide et en fait, donc, elle peut porter une charge, pas très grande. La charge, c'est un crayon, d'accord? Ou peut-être on peut simplement regarder son poids propre. Voilà, elle porte son poids propre en étant appuyée sur deux bords ici. Or, en fait, le poids propre est très léger, donc la plaque, on ne la voit pas fléchir. Mais si je charge un peu plus, vous savez qu'elle va prendre une déformée. Dans cette déformée, il y aura, donc on a une courbure. La courbure est proportionnelle au moment fléchissant. La dérivée seconde du moment fléchissant, si on regarde l'équation d'équilibre de la plaque, est égale à la charge distribuée appliquée. Okay? Donc, on peut dire que la courbure répond à la charge appliquée, ou que la plaque répond en s'écourbant à la charge appliquée, et par ce fait de s'écourber, équilibre la charge appliquée. D'accord? Donc, c'est en ce sens-là que je parlais de équilibrer. Alors, c'est ce qu'on voit dans l'équation ici, où on a la courbure égale à la charge appliquée, divisé par D, qui est la raideur de plaque. Or, ce terme, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit l'effet de la courbure. À la limite, lorsqu'on est dans la situation critique, n est tellement grand que tout le membre de gauche vaut 0. Autrement dit, la plaque est incapable de porter quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Qu'est-ce que c'est que n? C'est une force appliquée latéralement qui, à un moment donné, fait claquer, voilà, fait claquer la plaque. Ok, Comme ça. D'accord? Donc, à un moment donné, cette force est telle que la plaque est incapable de porter même simplement son propre poids. Donc, on est dans un état critique. Et si on fait augmenter encore, là, on aura une situation post-critique qui peut être stable ou instable. Ça, on verra bien autrement. Voilà pourquoi j'ai utilisé le terme de équilibrage, de équilibré. Donc, voilà, la courbure équilibre la charge appliquée. Et puis, la force N intervient et finit pour annuler l'effet positif quelque part de la courbure. ok. Et du coup, la différence entre pour les coques et les plaques, c'est que les coques initialement, On a déjà une courbure. ont déjà une courbure initiale, Oui, voilà, en voilà. plus Donc, en fait, de. dans Ok, la plaque, on écrit ceci, on est sur les plans. Et quand on veut écrire ceci sur une coque, alors déjà, on le fait d'abord sur une coque cylindrique. Comme ça, on a une seule courbure qui est plus simple. Et on en est là. Voilà. Ça, on ajoute une seule courbure, R. Et donc, ça, c'est la même équation que tout à l'heure. Elle est écrite autrement, mais c'est la même, tu vois. Et on a simplement dérivé par rapport à X parce qu'on se place dans une situation où on a un cylindre, donc un tube, euh, qu'on comprime dans le sens de l'axe du tube. Donc, les seules courbures qui comptent, la seule fonction W qui nous intéresse est dirigée suivant X, qui est l'axe de la compression. Et la seule flèche qui nous intéresse, W, est la flèche radiale. Et puis, on est en ok, symétrie radiale, donc un paramètre, une fonction scalaire W suffit en fait. Voilà, on a ici quelque chose qui représente cette compétition entre la courbure obtenue par la charge et l'effort normal appliqué. Et puis, on rajoute encore cet effet de ressort quelque part qui est généré par les rayons de courbure initiale. Vous voyez, c'est comme si ce terme-là, ET sur R carré, était le coefficient d'un ressort K, W donne une force.
Ok, Donc, ouais, on c'est bon. comprend que si R est plus petit, le ressort, il est plus costaud. Donc, ce qui est Ok, le cas. ça marche. Et du coup, quand vous nous aviez montré les courbes de snap and je sais plus Oui, comment le on dit snap en through. anglais, Snap through. euh, snap through, est-ce que vous pouvez me réexpliquer un des diagrammes, enfin, un des courbes, il y avait une droite qui coupait Oui, justement et vous ceci avec la aviez... droite qui coupe là. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, s'il Alors, vous ces plaît. diagrammes sont quatre diagrammes disons, de quatre structures différentes par rapport à des paramètres qui les caractérisent. Okay? Les paramètres phi et lambda, peu importe, c'est la géométrie. Qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent la compétition entre deux modes de ruines. Dans un premier mode, qui est le premier qu'on a étudié, les deux poutres se déforment en compression simple jusqu'à ce que le point C passe à travers la ligne AB. Et reste toujours stable et se comprime. La deuxième représente la situation où au moins l'une des deux flambe. Donc, plutôt que le centre C passer vers le centre avec les deux poutres toujours droites, de plus en plus comprimées, mais qui restent toujours stables, donc dans leur déformé de compression pure, de simple écrasement, il y en a au moins une des deux qui flambe. Éventuellement, il peut être les deux ou une seule. Dans ce cas, et on a la ligne qui n'est pas vraiment une droite, mais qui est une ligne comme ça. Alors, quand on va intersecter les deux, c'est ce qu'on voit ici. Ce qu'on voit ici, c'est une ligne qui est à peu près là. Okay? Donc, vous voyez, ici, c'est la force appliquée. Okay? Là, c'est U sur A. U est l'affaissement du point C et A est l'affaissement, la moitié de la portée. Donc, c'est juste une manière de adimensionnaliser la descente. Donc, si on compare avec ceci, où cette valeur s'appelle xi, vous voyez là, c'est l'unité. Là, c'est l'unité. Donc, on voit qu'il s'agit d'une quasi-droite qui passe par l'unité ici et qui sera plus ou moins penchée en fonction des paramètres qui apparaissent dans ce diagramme, qui est ici adimensionnalisé. Donc, voilà plusieurs situations et celle qui est la plus évidente est celle-ci où les deux courbes étant la trace de deux modes de rupture différents. Évidemment, ce qui compte, c'est l'enveloppe des courbes les plus petites. À chaque valeur de U, on aura la rupture suivant la première de ces courbes qui se présente en termes de force nécessaire. C'est logique. Et donc, c'est la courbe en gras qui prévaut. Et donc, on voit qu'ici, on a un croisement de ces deux courbes qui forment un angle aigu, ce qui signifie que expérimentalement, je devrais être capable d'être super précis pour effectivement tracer ce point-là dans ma machine. En pratique, je ne l'obtiens jamais. Donc, ce qui est un peu la caractéristique de ce phénomène de claquage, c'est qu'ils sont très difficiles de reproduire de manière répétitive expérimentalement. Pour la raison qui est là, il y a de la compétition entre modes de rupture qui sont à un moment donné évidemment équivalents en énergie et donc l'un ou l'autre se présente par un rien du tout, une petite différence des conditions expérimentales, un coup de vent, un peu de température, peu importe quel phénomène qui fait la différence. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. De rien. Ok, bon, écoutez, moi, je ne sais pas trop si ce qu'on fait là les mardis, c'est vraiment très, très utile à l'ensemble de la promo. J'espère que moi, ça sera utile à vous. Et si vous arrivez quand même à faire cette opération de lien vers les autres, et si ce n'est qu'au moins suscitant leurs questions, si ce n'est pas forcément répondant, moi, je pourrais répondre, ça serait bien parce que voilà, c'est malheureusement difficile de gérer ces cours à distance et que vous avez votre rôle à jouer maintenant. OK? Ok.
Merci beaucoup. OK, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, très bien alors. Bonne fin de journée et à vendredi. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.